présente le docteur Benatar. Oui, Jean-Michel Benatar, donc je suis médecin. Depuis 40 ans, je suis médecin libéral. Et puis, j'ai monté il y a 10 ans une association d'éducation populaire en santé, la Maison de la médecine et de la culture, en fait, qui est basée sur l'enseignement du soin à partir d'extraits d'œuvres artistiques, donc notamment cinéma, théâtre, littérature, bande dessinée, musique, danse. Et puis, comme ça a très bien marché, l'université a été OK pour accueillir ce type d'événement. Et donc, depuis 9 ans maintenant, donc je coanime avec Luigi Flora donc, une formation qui s'appelle Diplôme universitaire de l'art du soin en partenariat avec les patients. Donc, il m'a introduit. Je suis un patient partenaire. J'ai travaillé sur les savoirs expérientiels des patients. Je suis devenu chercheur en étudiant en fait les savoirs des patients. Et donc, voilà, je co-dirige le centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, qui est né au sein du département d'enseignement et de recherche en médecine générale à la faculté de médecine de l'Université Côte d'Azur. Voilà, et pour ma part, je suis stagiaire en ingénierie pédagogique et ingénierie de formation et associée pour cette année au début, dont on va vous parler. Et donc, comme on parle de médecine, on a une loi qui parle surtout pour les médecins, mais moi je m'y associe, de responsabilité sociale. On n'a aucun lien d'intérêt avec ceux qui font le commerce de la santé. Alors du coup, on va vous proposer l'équivalent d'un WooClap. Donc on vous laisse flasher le QR code, je récupère la souris. Donc l'idée, quand vous arrivez sur cet élément-là en flashant avec votre QR code, c'est que vous cochiez DU-ASPP et vous allez avoir une première question qui va arriver. Et donc vous avez une première question. Quand vous pensez à une formation en ligne, quel mot vous vient immédiatement à l'esprit? Vous pouvez mettre jusqu'à 3 mots. L'idée, c'est voilà, de lancer un petit peu le sujet. Alors si on regarde déjà ce qui sort. Flexibilité, autogestion, ennuyeux, e-learning, autonomie, autogestion, ingénierie, distance, temps. Ordinateur, storyboard. C'est intéressant que vous ayez mis le mot ennuyeux. Et donc, je vais vous présenter cette formation en ligne et puis j'espère que... De manière ennuyeuse. J'espère que vous questionnerez sur ce mot à la fin de l'exposé. Alors, le diplôme universitaire de l'art du soin en partenariat avec le patient en présentiel à la faculté de médecine de l'université de Nice-Côte d'Azur a été créé en 2018 et a été récompensé dès son lancement par le prix PEPS, par le ministère de l'Enseignement, de la Recherche et de l'Innovation, dans la catégorie formation tout au long de la vie. C'est la pandémie de la Covid-19 qui nous a poussé à le proposer en ligne à l'international à partir de l'Université Côte d'Azur. Il s'agit d'un diplôme universitaire complémentaire à la formation de tout professionnel de santé en apprentissage ou en exercice, mais qui s'adresse aussi à tout patient ou proche de patient vivant avec une maladie chronique ou un handicap. L'équipe pédagogique est composée de professionnels de santé et de patients partenaires. La formation est née de l'idée du travail d'une association citoyenne, Maison de la médecine et de la culture, fondée en 2014, sur l'idée que tout être humain est un être soignant pour lui et pour les autres, ainsi que des fondamentaux du modèle de Montréal, basé sur la complémentarité des savoirs, le professionnel expert du savoir de la maladie et le patient expert de la vie avec la maladie, le patient étant un membre à part entière de l'équipe de soins. Cette formation en ligne existe depuis 6 ans et accueille les étudiants de la francophonie. Elle comporte 10 séances de 4 heures tous les 15 jours de décembre à juin, permettant de se rencontrer lors d'une première séance, puis de choisir une œuvre cinématographique questionnant les 4 piliers de la relation éthique de soins pour les 4 séances suivantes. Les œuvres artistiques et les thématiques des séances suivantes, par exemple la souffrance des professionnels de santé, à partir du film En première ligne de Petra Volpe en 2025,
ou la vie avec la maladie d'Alzheimer à partir de la bande dessinée Là où tu vas, Voyage au pays de la mémoire qui flanche d'Étienne Davodo en 2025 sont choisis avec les étudiants volontaires qui vont co-concevoir et animer la séance avec l'appui des membres de l'équipe pédagogique. Outre le retour en 180 secondes de chacun à partir de l'œuvre artistique respectée en tant qu'œuvre artistique, sera réalisé un retour en 180 secondes sur une source de la bibliographie reçue en interséance ou personnelle. L'atelier participatif qui suit est souvent un atelier d'écriture inspiré de la médecine narrative. Nous demandons aussi aux étudiants de réaliser un portfolio d'auto-analyse de leur transformation et des compétences acquises pendant la formation et de proposer un projet impact social qui perdurera au-delà de la formation. Pour nous, cette formation est indispensable pour tout professionnel de santé, tout patient ou proche et pour tout citoyen pour vivre tout au long de sa vie en santé, en meilleure santé, dans le sens d'une écologie du soin, à la recherche de justes soins pour toutes et tous à l'heure des déserts médicaux. Alors, merci Jean-Michel. Du coup, on va vous proposer une deuxième question. La deuxième question. Mais la deuxième question qui arrive tout de suite. Et donc, quel mot décrirait le mieux l'apport de l'art dans une formation en ligne? On vous a dit que notre DU s'appelait Art du soin en partenariat avec le patient, donc il y avait une histoire d'art là-dedans. Mais qu'est-ce qui décrit le mieux l'apport de l'art dans la formation en ligne? Pas facile de répondre à ces questions. Alors, comme on sait que c'est difficile, voici déjà un petit peu le début, ça va peut-être vous permettre de rebondir et de vous inspirer. Alors, subjectivité, médiation, communication, créativité, culture, émotion, sémiologie, humanité, familiarité, réalité, expérience, ouverture, lien. C'est vraiment, il y a des mots qui sont concrets. Les mots qui sont Distanciation. Qui semblent au contraire, par exemple, vérité et réalité. Donc, on va dire que c'est quelque chose d'objectif. En tout cas, et il y a la subjectivité juste en dessous. Que nous sommes des êtres complexes quand même. subjectivité, après, ça sert. Effectivement, hein, on utilise l'art justement pour permettre de voir qu'en fait on n'a pas tous la même perception. Et à partir de là, on parle d'un système de santé qui nous apparaît comme industrialisé et on en revient en fait vraiment à la relation de soins qui, elle, doit être en fait une interaction entre êtres humains. Donc, oui. Et à la fin, en réalité, c'est pas forcément trop distancé de subjectivité parce que ma réalité n'est pas la même réalité de celle qui est à côté de moi. Donc, n'est pas forcément unique. Et c'est pas. Moi, je le vois pas trop loin. Voilà. Mais en fait, comme vous l'a signifié un peu Jean-Michel, l'histoire c'est vraiment d'avoir un effet miroir entre l'équipe pédagogique et les étudiants, puisqu'à chaque fois il y a des patients, des proches, des étudiants en sciences de la santé et des professeurs de santé en exercice, bien que des fois on a une professeure de musique qui est venue, on accepte quelques exceptions. Et puis en fait, on se retrouve vraiment dans un dispositif où on est tous apprenants. Parce que nous, ça fait quasiment 10 ans qu'on fait ça, mais on apprend au moins autant que les étudiants. Et l'idée, c'est une fois qu'il y a eu ces 4 séances dont a parlé Jean-Michel, qui sont des séances cadres, mais en fait, donc, au fur et à mesure, les étudiants amènent leur perception, leur connaissance, leur savoir. Et au bout de 4 séances, en fait, c'est eux qui vont prendre en main l'information, qui vont amener les œuvres d'art, s'ils ne les arrivent pas, et donc les thématiques. Et ils vont rentrer dans l'équipe pédagogique et à partir de ce moment-là, en fait, c'est eux qui vont animer. Nous, on est juste en support méthodologique. Si jamais ils veulent construire, ils veulent avoir un objectif et qu'ils n'ont pas l'outil, on va leur donner l'outil pédagogique qui va leur permettre d'arriver à ça. Et après, nous, on est là en supervision. La plupart du temps, on n'a plus rien à faire. On participe comme les participants, en fait. C'est vraiment eux qui prennent les rênes. Et donc, c'est ce qui est intéressant dans ce dispositif. Et donc, on va utiliser... par exemple, une cartographie dans laquelle, là, pour l'instant, ils n'ont jamais animé ça, c'est plutôt nous qui l'animons, mais dans lequel ils vont pouvoir s'exprimer sur quelles sont les compétences qu'ils ont acquises au fur et à mesure de cette formation, les compétences qui se sont renforcées, et on va les aider, on va les positionner ensemble dans ce qu'on appelle un métaplan.
On utilise le métaplan aussi sur d'autres problématiques par rapport aux thématiques. Et on l'utilise, mais c'est eux qui l'utilisent, encore une fois. Et tout ça, c'est des outils en ligne. On organise des débats mouvants, ce qui permet de modifier les représentations, et on voit les gens dans l'espace graphique. On voit en fait les personnes qui changent de position au fur et à mesure des argumentaires des uns et des autres. Et puis la dernière fois, une des dernières séances, c'est une étudiante qui a proposé en fait de faire un photolangage d'elle-même. Donc voilà, nous on est là pour amener des outils qui sont des outils d'échange, qui travaillent les représentations, qui permettent en fait de rentrer dans la pédagogie active. Et comme l'a dit Jean-Michel, on a les projets d'impact social, j'en citerai 2. On a des étudiants qui, juste avant la réforme du second cycle des études de médecine, étaient en fin de premier cycle, nous ont demandé de les accompagner dans la compréhension d'un examen phare qui a lieu dans les études de médecine, qui s'appelle l'examen clinique observatoire structuré. On a construit des scénarios avec les étudiants, des professionnels de santé en exercice et des patients. Et aujourd'hui, c'est institutionnalisé dans la fac. C'est-à-dire qu'à chaque semestre, on a des examens cliniques observatoire structurés avec les patients qui sont devenus des examens formatifs, alors que dans la faculté, le but, c'est que ce soit des examens sommatifs pour préparer les étudiants à avoir un examen formatif. Je vous donne un autre exemple, et je vous donne ces exemples parce qu'en fait, il y a des thèses de médecine qui prolongent, en fait, qui étudient après ces dispositifs. L'autre exemple, c'est un tandem de partenariat médecin-patient qui exerce en milieu de soins et qui permet d'éviter en fait une dissonance cognitive de la médecin, parce qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui quand on est médecin. Alors, troisième et dernier, quel mot vous vient à l'esprit quand on parle de progression dans un apprentissage en ligne? Alors, acquisition, évaluation, récompense, évolution, projet, prérequis, niveau, compréhension. Pas mal dans ce qu'on a prévu pour justement travailler sur la progression dans l'apprentissage en ligne. Jean-Michel vous l'a dit tout à l'heure, on a mis en place un portfolio numérique qui se veut progressif. C'est un cadre progressif pour les étudiants. L'objectif, c'est qu'ils fassent le point sur leur parcours, cadre d'autonomie. Ils peuvent se saisir de cet outil ou le faire autrement. C'est vraiment à leur choix. Vous voyez ici, donc, une méthode de récit d'expérience. Identifier les compétences et puis joignez la preuve et pouvoir vous positionner à vos propres yeux et aux yeux éventuellement de l'institution sur votre chemin de patient soigné à patient partenaire. Où est-ce que je me situe? Et si je suis professionnelle de santé, à quel niveau de partenariat avec mes patients j'en suis? Le défi finalement de cette formation et de ce portfolio, c'était surtout de travailler sur des compétences pour une profession qui n'est pas institutionnellement encore reconnue. Patients et patientes partenaires, il existe un référentiel, le référentiel de Montréal de 2015, si je ne me trompe pas. Vous voyez, c'est relativement récent, mais il n'existe pas de fiche de poste à proprement parler de ce qu'est un ou une patiente partenaire. Donc l'idée, c'était de partir de ce référentiel, de le décliner de façon simple et de proposer aux étudiants, aux apprenants de se positionner. Découverte en progression ou à l'aise, d'illustrer avec ce qu'ils font et également d'avoir un regard sur ce qu'ils pourraient faire, sur leur marge de progression et comment se saisir de cette marge de progression. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Oui, donc on se situe là, vous l'aurez compris, au niveau 5 de la taxonomie de Bloom, donc on est quand même à un très bon niveau, et c'est un travail qui est fait par les étudiants et étudiantes en intercession, en dehors des séances du DU. Donc bien sûr, nous avons une posture d'accompagnement, mais c'est leur travail autonome. Comme on a fait quelque chose pour les patients et patientes partenaires et que notre public est mixte, nous avons l'équivalent pour les professionnels de santé et les étudiants en santé. C'est un portfolio avec la même structure, mais qui est basé, lui, sur le référentiel de collaboration interprofessionnelle, peut-être les Ce sont des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé depuis 2010, en fait, et qui peinent à pénétrer en France. Voilà, donc finalement, ce portfolio, ce n'est pas un espace de dépôt, c'est vraiment un espace de réflexion qui est construit par les apprenants. Et puis qui peut alimenter des échanges avec l'équipe pédagogique ou entre pairs. Nous en arrivons donc quasiment à la fin de notre intervention. Et donc on a, pour résumer, notre formation, elle amène en fait une pédagogie de projet avec le développement à la soutenance, avec un projet d'impact social, une réalisation d'impact social pendant la formation,
on essaye de privilégier le partenariat, c'est-à-dire un partenariat entre étudiants et professionnels de santé, entre patients et professionnels de santé, entre patients et étudiants, ou à 3 ou 4, hein, c'est possible. Il y a ensuite un principe de classe inversée, puisque avant chaque séance, il est proposé aux étudiants et étudiantes des documents d'art et puis une bibliographie qu'ils peuvent également compléter par eux-mêmes, par elles-mêmes. Et en classe renversée également, hein, où, comme je vous l'ai expliqué, en fait, à partir du moment où ce sont les étudiants qui encadrent eux-mêmes la formation, en fait, on se retrouve vraiment dans une situation où, quand ils partent, ils ont des outils qu'ils ont expérimentés en tant que participants, mais aussi en tant qu'encadrants. Et puis pour terminer, on est pleinement dans un cadre de modèle de rôle, puisque le public est hétérogène, mais l'équipe pédagogique aussi. On retrouve les mêmes types, si vous voulez, dans le public et dans l'équipe pédagogique. Professionnels de santé, étudiants en santé, patients, patientes partenaires, et puis, je vous dis le quatrième, proches aidants. Et donc, on démontre la complémentarité des savoirs qu'on essaye de porter dans la formation. Voilà, donc nous vous remercions de votre intérêt. Et s'il reste une question. Oui, la différence entre inversé et renversé. Oui, tout à fait. Alors déjà, c'est pas la même théorie, puisque la classe inversée, c'est Marcel Lebrun, et l'objectif... Pardon, tu voulais peut-être... Non, vas-y. L'idée, c'est d'inverser, en fait. Au lieu de faire le cours en classe et puis les exercices après, on fournit tout ce qui est théorie en amont, et on met en pratique et en réflexion, en réflexivité pendant. Donc ça, c'est pour un des modèles de classe inversée. Et puis la classe renversée de Caillès, lui, le principe, c'est que ce sont les étudiants qui prennent en charge le cours. C'est eux qui vont produire la séance, qui vont la co-construire avec l'équipe pédagogique, bien sûr, qui va les accompagner, mais c'est eux qui choisissent les outils, qui choisissent ce qu'ils amènent, qui choisissent les œuvres d'art, les supports, et qui réalisent l'accompagnement de la séance. Et nous, ça nous permet de redevenir des étudiants. Exactement. Juste le truc où on répète ça depuis des années parce qu'on n'a toujours pas le diplôme. Quasiment la plupart des étudiants ont le diplôme, mais nous, on revient de travail. Mais on y songe. Et ça reproduit ce qui se passe dans une consultation médicale. C'est-à-dire dans une consultation médicale, le médecin devient enseigné par son patient, comme le médecin enseigne à son patient, c'est la première étape de la consultation, mais aussi le médecin est soigné par son patient quand il le soigne en fait, parce que le soin c'est réciproque, ça se fait en miroir. À chaque fois qu'on soigne un patient, dans l'idée de l'art du soin, on est soigné en retour automatiquement. Et c'est presque comme ça qu'on peut savoir si on soigne quelqu'un. C'est si on reçoit du soin, c'est qu'on a donné du soin. C'est assez magique, mais ça marche très bien. Et donc en fait, il y a vraiment cette idée d'arriver à faire une métaphore de ce qui se passe dans une consultation, dans un échange entre professionnels de santé et patients. Toutes les sessions sont construites comme ça, avec le moment de rencontre, le moment d'apport de chacun, le moment de co-conception et le moment d'accord final. Donc c'est ce qui se passe dans n'importe quelle relation de soins entre un professionnel de santé, un patient, ou maintenant un patient partenaire avec un patient qui vient consulter. Vous avez une question ? Bien sûr. Mettez-vous d'abord. C'est une réflexion un peu personnelle et une satisfaction de voir qu'un début a été créé sur ce sujet. Puisque moi-même, je suis patiente partenaire à la Ligue contre le cancer. Félicitations. Merci. Est-ce que je peux vous filmer ? Oui, pas de souci. Et les autres aussi, en méditation. Donc j'ai eu un cancer en 2020, donc pendant la crise du Covid, et j'ai pas notamment eu accès à des soins de support. Je sais que parmi les soins de support, on avait notamment l'art-thérapie, qui est pas assez appréciée à mon goût, et étant ingénieur technopédagogique à la faculté de médecine de l'université de Strasbourg, j'avais justement réfléchi à la création, alors peut-être pas d'un DU, mais d'une formation en tant que telle, vraiment à part, sur la prise en charge justement des patients et des aidants en collaboration avec les futurs professionnels de santé, donc les étudiants à la faculté de médecine, puisque c'est ce qu'on fait en tant que patient ressources à la Ligue, c'est qu'on va directement intervenir auprès des étudiants pour leur faire part de nos récits de vie avec le cancer, comment on l'a vécu, surtout pour aussi pointer du doigt ce qui n'était pas bien, puisqu'on a
quand même beaucoup de professionnels de santé qui sont spécialisés donc, dans l'étiologie, la neurologie, le diagnostic, mais alors en sémiologie, donc, la connaissance des différents types de communication, c'est zéro, hein, qu'on se le dise. Et je sais que par exemple à la fac de médecine, les écosses font partie de ce parcours d'amélioration, et on a aussi des unités de simulation en santé avec des parcours de diagnostic et surtout d'annonce, où on se filme, on voit comment on réagit, comment on traite les gens. Et voilà, c'était juste pour dire que... C'est ce qu'on fait dans le DU, hein, on fait beaucoup ça. Hein. C'est génial. On fait des ateliers inspirés de la médecine narrative et des textes. Hein. On en crée des scénarios, des scénarios, et puis ils sont mis en situation et après on analyse. Hein. Donc il y a vraiment ce travail-là qui est fait. En tout cas, le DU m'intéresse. Donc, je sais pas si... Ce que je voulais dire, c'est que c'est très compliqué d'expliquer ce qu'on fait. Bien sûr. Et en fait, c'est une expérience à vivre, à traverser. Et aussi de comprendre comment on va être transformé. Ça peut être uniquement en le suivant et de voir comment on est au début et comment on est à la fin. Et effectivement, on vous accueille avec plaisir l'an prochain. Oui, c'était ma question justement, c'était que toutes ces séances pouvaient se faire en ligne. Oui. Vous parliez ça avait l'air d'être difficile de le faire complètement, enfin, en tout cas du coup en synchrone. C'est en synchrone. Ouais, c'est en synchrone à travers Zoom ou autre outil de visio, c'est ça. Écoutez, nous, on a un ingénieur pédagogique qui est arrivé à l'Université Côte d'Azur, qui a travaillé pendant 30 ans dans une université nord-américaine. Il a entendu parler de notre formation, il a voulu en parler, on en a parlé un quart d'heure, puis le mieux c'est que tu viennes. Il est venu à la première session, au mois de décembre, ça commence au mois de décembre, il est venu à la première session. Il est ressorti, il nous a dit, moi, j'ai des décennies d'expérience, j'en ai vu des formations, j'ai jamais vu une formation où les gens rentrent aussi rapidement en intimité. Et le soin, ça commence par une certaine intimité. Oui. Donc, on peut le faire, et nous-mêmes, on n'y croyait pas. Et d'ailleurs, ça a démarré parce qu'on faisait le DU classique, celui qui a reçu le prix, et puis il y a eu les confinements, et à la fin de l'année, après la soutenance, il y a eu une patiente partenaire qui nous a dit, moi mon projet d'impact tout ça, c'était de monter une association, sauf que j'ai monté une association qui n'est pas une association niçoise, c'est une association française. Et donc, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que les Niçois qui puissent bénéficier de cette formation. Vous avez fait la preuve que vous arriviez à animer, parce qu'on n'avait pas voulu laisser tomber les étudiants. Vous avez la preuve. Alors nous, on lui a dit, ok, on va revoir le format, et on le fait que si tu rentres dans l'équipe pédagogique. Et depuis, il a fait partie de l'équipe pédagogique. Après, il y a des outils très simples. Soit on utilise des outils qui sont faits pour tout ce qui est le métaplan, par exemple, les outils existent. Et quand les outils n'existaient pas ou qui ne convenaient pas, on a fait du détournement d'outils, un petit peu comme vous faites du détournement de jeu. Par exemple, on a pris un Framabord pour faire le débat mouvant. Et ça fonctionne sur des petits effectifs, sur des petites promotions comme les nôtres, ça fonctionne très bien. Voilà, je sais que l'heure est dévolue. Conclure. J'avais juste une dernière question. Est-ce qu'avec le patient partenaire, il part avec le médecin rencontrer un autre patient et expliquer suite après ce DU C'est une des réalisations d'impact social. C'est une médecin généraliste qui aujourd'hui consulte avec un patient partenaire. Alors, en fait, elle consulte pour le numérique en asynchrone. C'est-à-dire que quand elle voit qu'il y a un patient qui a une grosse problématique, dont elle n'est pas sûre de pouvoir vraiment répondre à la question, elle va lui proposer de voir le patient partenaire. Mais on a deux autres tandems d'ailleurs au CHU qui travaillent sur les effets secondaires qui pour moi ne sont pas secondaires en fait du cancer, où elle travaille en synchrone. C'est-à-dire que si la patiente qui consulte elle accepte, il va y avoir vraiment ce tandem qui va opérer. Puis après, quand on passe à l'examen clinique, c'est-à-dire vraiment regarder les signes physiques et tout, si la patiente accepte, si elle qui consulte, il va y avoir en fait vraiment ce moment de consultation vraiment à deux, avec vraiment l'expérience de ce que vit la patiente et le médecin. Et à la fin, en fait, il y a une prescription qui est vraiment réalisée à deux. Tout ce qui est produit, matériel, la patiente, ça fait longtemps qu'elle a ça, elle connaît parfaitement les trucs, alors que le médecin ne connaît que théoriquement, et elle ne connaît pas tous les trucs, elle connaît les trucs qui ont été présentés dans son CHU. Et réglementairement, c'est la médecin qui prescrit, mais la prescription, elle est vraiment réalisée à deux. Donc, tous pour vous répondre. Ok, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, comme le sujet est passionnant, à échanger. Informel.